tous. D'abord, tous mes meilleurs voeux pour 2025 au nom de la FGC et content de vous retrouver pour une nouvelle année, un nouveau programme de jeudi de la FGC. Donc cette année, elle sera assez chargée, je pense. On prépare pas mal d'événements. Vous avez déjà les délégations régionales qui ont été très actives. Il y a au moins trois manifestations prévues en janvier dans le nord, une sur Grenoble et une sur Lyon. Vous trouvez tout ça sur l'agenda du site. Et puis, donc, c'est une année qui sera chargée avec le symposium de la FIB à Antibes fin juin. Donc, c'est un gros événement international qu'on est en train de monter. Enfin, disons que là, maintenant, la logistique est déjà bien en place. Il y a plus de 500 résumés qui ont été reçus. Il y aura sans doute 6 ou 7 sessions parallèles. Donc, ça sera quelque chose d'assez important pour le rayonnement du génie civil français. Vous pouvez vous inscrire sur le site déjà de la FGC. Tout est en place. Et puis, un autre événement de moindre ampleur, mais assez intéressant, qui est ciblé sur les câbles de précontrainte, câble de pont suspendu, etc., qui aura lieu le 1er et 2 avril à Nantes. C'est une organisation conjointe avec le CEREMA et l'UGE. Donc là aussi, toutes les infos sur le site, les inscriptions sont également ouvertes. À l'écran, vous avez le programme. On a été actif, on a déjà le programme au point pour le premier semestre de l'année. Donc, début février, Claude Rospard vous parlera de béton et Paul Acker sera là pour partager quelques cas d'expérience. Une, euh, une session sur les nouvelles normes des ponts en maçonnerie avec Christophe Aubagnac et Christian Tourneur en mars. L'Eurocode sur l'évaluation des structures, donc avec André Orsizy, de CEREMA, mais aussi de YAPC, Jean-Christophe Carles. Ensuite, on change de sujet avec les gens d'EDF qui nous parleront un peu du comité français des réservoirs et de l'actualité dans ce domaine. On passera la parole à nos collègues de La Réunion, qui sont un peu touchés en ce moment avec le cyclone sur Mayotte. Ils sont très solidaires, ils ont pas mal d'actions en cours en appui aux sinistrés sur Mayotte, mais donc là, ils ont relancé la délégation Océan Indien l'année dernière. Donc, ils ont pas mal de choses à nous proposer. Et puis, François Tout-le-Monde nous parlera de la révision du fascicule 65 qui devrait sortir en mars ou avril là, de cette année pour le mois de juillet. Voilà donc un programme bien chargé. Vous retrouvez encore une fois toutes ces infos sur le site, y compris d'ailleurs les webinaires de l'an dernier sous format replay que vous avez sur le site. Voilà, sans plus tarder, je passe la parole pour ce soir en le remerciant vivement de sa disponibilité à Constantin Rouelet, donc, qui va nous parler du Centre national des ponts de secours. Donc, je pense que tout le monde connaît déjà un petit peu, mais sans doute pas dans le détail. Et en plus, je pense qu'il y a dans l'actualité récente, il y a pas mal de choses à dire. Merci encore et je te passe la parole, Constantin. Merci beaucoup. Bonjour à tous, bonjour à toutes. Je commence aussi en vous souhaitant une bonne année 2025, que je vous souhaite pleine de réussite pour vous et vos proches et vos projets. Aujourd'hui, je vais vous présenter le Centre national des ponts de secours, dont je suis le directeur adjoint depuis 2022. Alors tout d'abord, le Centre national des ponts de secours, donc, que je vais appeler dans la suite de la présentation CNPS pour faire plus court, donc par son acronyme, il fait partie du CEREMA et c'est un facteur très important parce que au CNPS, on travaille beaucoup avec nos collègues du CEREMA et les liens tissés entre les collectivités territoriales et le CEREMA, ils sont très précieux pour nous. C'est pourquoi je vais commencer cette présentation par une présentation très succincte du CEREMA, ne vous inquiétez pas. Ensuite, on passera à la présentation du CNPS à proprement parler. Donc, je vous parlerai un petit peu de son historique, de ses missions. On parlera un petit peu de l'éléphant au milieu de la pièce, c'est-à-dire des interventions d'urgence. Ensuite, je vous détaillerai les matériels et nos interventions, on va dire, plus classiques.
une petite présentation des sites et enfin, pour finir, quelques chiffres concernant notre activité. Alors, le CEREMA. Le CEREMA, vous le connaissez sans doute assez bien, mais peut-être avec un biais qui est celui de notre profession. Le CEREMA, c'est le centre d'expertise publique de référence en France pour ce qui concerne les politiques publiques d'aménagement du territoire, des mobilités, de l'adaptation au changement climatique et des transitions. Donc, en plus de ces missions d'appui aux services déconcentrés de l'État et aux administrations centrales, le CEREMA il permet le dialogue entre les différents acteurs intervenant dans son champ de compétences. Donc, les acteurs, c'est l'État, évidemment, mais c'est aussi, et c'est peut-être surtout les collectivités territoriales, les entreprises, les particuliers. Et le CEREMA, il permet le dialogue à travers l'expertise qu'il élabore et qu'il déploie. En plus, c'est très important, le CEREMA, depuis 2022 et la loi 3DS, est un établissement public avec un statut qui est unique en France et inédit. C'est le seul établissement public à être à pilotage partagé entre l'État et les collectivités territoriales. Donc les collectivités territoriales, depuis peu, depuis 2023, elles peuvent, en adhérant au CEREMA, intégrer la gouvernance du CEREMA et donc influer sur les offres de services, sur les orientations stratégiques et opérationnelles de l'établissement. Elles peuvent bénéficier d'un accès simplifié aux prestations du CEREMA par des voies conventionnelles. Donc, ça permet d'éviter la mise en concurrence systématique dans certains cas. Et ça leur permet aussi de disposer d'une relation privilégiée avec le réseau d'experts et l'ensemble des équipes du CEREMA pour un conseil rapide et sur mesure. Donc en fait, pour faire plus simple, ça permet plus de proximité avec les collectivités territoriales. Donc le CEREMA, c'est 26 sites sur le territoire métropolitain et ultramarin. Donc je vous ai mis ici la carte des implantations. C'est à la fois anecdotique, mais c'est aussi très important parce que ça montre que le CMA il dispose d'un maillage territorial qui est important. C'est ce qui crée sa proximité avec les acteurs locaux. Et c'est par cette présence par cette présence sur le terrain et cette connaissance du terrain que le CMA est légitime aux yeux de nos partenaires et interlocuteurs. Et ça lui permet de devenir un tiers de confiance, expertise pour les territoires. Pour le CNPS, ce maillage, il est aussi très précieux parce qu'on s'appuie beaucoup sur nos collègues des directions territoriales, donc, qu'on voit sur la carte, là, qui sont les grands ensembles, pour le dialogue avec nos clients. Enfin, les implantations en Outre-mer, elles sont aussi très intéressantes pour le CNPS parce que c'est quelque chose, on travaille à intervalles réguliers, on va dire, avec l'Outre-mer. Le CNPS, lui, il est installé. Est-ce que vous voyez mon pointeur, ma souris, Didier? Je pense pas, non. Non. Si, si, oui, oui, oui. Si, Si. on le voit. Ah, d'accord. Alors, le CNPS, il est installé en Seine-et-Marne, à Verneuil-l'Étang. Donc, oh, pardon. Donc, sur la carte, c'est à peu près là où je vous montre. Ouais, c'est exactement là. Donc, le CNPS, il est géographiquement centré en Seine-et-Marne, mais on intervient sur l'ensemble du territoire. C'est peut-être pour ça que lorsqu'on a intégré le CMA, on a été rattaché à la direction technique infrastructure de transport et matériaux. Donc, infrastructure de transport et matériaux, la direction technique, elle est aussi en Seine-et-Marne, localisée à Sourdin et à Champs-sur-Marne. Euh, ce rattachement à une direction technique, il nous permet, il présente l'avantage en fait de nous rendre très proches de nos collègues experts du département des techniques ouvrages d'art, qui est représenté ici par Pierre Marchand, et avec lesquels on travaille très régulièrement sur la partie bureau d'études de notre activité. On verra ça un petit peu après.
Bon, alors tout ça, c'est très bien, mais en fait, qu'est-ce que le CEREMA fait réellement? Alors, deux chiffres. D'abord, le CEREMA, c'est environ 2500 agents, dont plus de 1700 personnels techniques, qui produisent des expertises et une ingénierie de haut niveau. C'est également un organisme de recherche doté de 12 équipes de recherche, donc environ 180 agents qui sont impliqués, avec 150 projets en cours sur guichet de financement, avec l'ambition de porter des projets très opérationnels. Le CMA, c'est aussi l'organisme qui produit et ou qui porte l'innovation pour les politiques publiques de son champ de compétences. Il y a une activité que vous connaissez probablement tous très bien, c'est la production et la diffusion de connaissances au travers de guides méthodologiques, de notes d'état de l'art, de formations techniques ou encore de conférences techniques territoriales. Le CEMA, c'est également un organisme certificateur, en particulier dans le domaine des produits de construction, avec environ 110 agents impliqués, dont 71 auditeurs produits. Et enfin, les experts du CEREMA, ils participent à la normalisation française, européenne et internationale. Et c'est d'ailleurs au CEREMA qu'est hébergé le BENTRA, donc le Bureau de normalisation pour les transports, les routes et leurs aménagements. Donc c'est le bureau de normalisation dont nos métiers relèvent. Et donc le BENTRA, il fédère par délégation de l'AFNOR les commissions de normalisation nationales qui élaborent les projets de normes françaises, européennes et internationales dans nos domaines, donc géotechnique, routes, équipements, ouvrages d'art et ingénierie du trafic. Une petite slide pour présenter deux dispositifs qui sont importants au CMA, mais que vous connaissez peut-être pas très bien. Donc, le CMA, il est labellisé Institut Carnot. Ça signifie que, au travers du dispositif du CMA Climadapt, le CMA, il aide les entreprises et les collectivités territoriales à relever le défi climatique et à opérer leur transition vers une économie sobre en ressources, décarbonée et respectueuse de l'environnement. Et donc, comment est-ce qu'il les aide? Ben, il le fait en proposant des prestations de recherche contractuelles bilatérales. Il y a le deuxième dispositif qui s'appelle CEREMALab. Donc, CEREMALab, c'est un dispositif du CMA qui fait partie du réseau des incubateurs Green Tech Innovation, du ministère de la Transition écologique. Donc, l'objectif de ce dispositif, c'est de permettre à des petites entreprises innovantes d'accélérer sur la mise en œuvre de leurs projets en collaborant avec elles. Donc, en fait, le CEREMA fait profiter à ces entreprises via CEREMALab de son expertise, de sa connaissance des territoires et des acteurs. Et il peut aussi faire profiter de ses équipements, de ses laboratoires, etc. Donc, on pourrait continuer longtemps à présenter le CEREMA, parce que c'est un organisme qui est vaste, complexe, avec des champs de compétences larges. Mais ce n'est pas l'objet d'aujourd'hui, donc je vais m'arrêter là. Je vais juste finir en citant les 6 domaines d'expertise du CEREMA. Donc, ces domaines, c'est l'expertise et l'ingénierie territoriale, les mobilités, le bâtiment, les infrastructures de transport, environnement et risques, et mer et littoral. Voilà. Alors, on va passer à la présentation du CNPS. Donc, on va commencer par l'historique. Donc, pour remonter au plus loin du CNPS, son existence, elle découle de la Seconde Guerre mondiale, puisque pendant la Seconde Guerre mondiale, à la libération de la France, il y a eu de nombreuses destructions d'ouvrages, d'infrastructures de transport, et pour pallier la chose, les Alliés et les troupes françaises ont mis en place de nombreux ponts militaires pour permettre tout simplement les mouvements de troupes et pour continuer l'offensive. À la fin de la guerre, ben, les infrastructures de transport étaient toujours dans l'état où elles étaient, donc les Alliés ont laissé en place l'ensemble des ponts militaires qui avaient été mis en œuvre.
Et ils ont également cédé à l'armée française un stock important de ponts de type militaire. Donc on verra après par la suite comment ça se traduit maintenant de nos jours dans notre stock. Au 1er janvier 1960, il y a eu la création du centre de stockage de matériel Bellet. Donc le matériel Bellet, on verra ce que c'est plus précisément, mais en fait c'est les ouvrages, les ponts militaires de la Deuxième Guerre mondiale. Donc il a été créé à Verneuil-l'Étang, là où on est toujours aujourd'hui, et est rattaché au service territorial des ponts et chaussées 77. Donc on va, pour faire simple, l'ancêtre de la DDE 77. Et c'est en 78 que le Centre national des ponts de secours il a été officiellement créé et qu'il a été détaché et placé en tant que service national, donc placé directement sous l'autorité du directeur des routes et de la circulation routière. Et enfin, dernière étape de notre histoire, jusqu'à la prochaine bien sûr, c'est l'intégration du CNPS au sein du CEREMA au 1er janvier 2021. Alors là, je vous ai mis une petite photo de justement qu'est-ce que c'était la libération, la destruction des infrastructures de transport et les moyens palliatifs qui ont été mis en œuvre pour continuer les combats, hein, de toute façon. Donc là, ce que vous avez là sur cette photo, c'est un ouvrage Bellet qui a été mis en place pour se substituer à un ouvrage un biput métallique aussi, un biput treillis aussi, mais pas très facile à identifier en l'état. Alors, les missions du CNPS. Le CNPS, il a une activité commerciale qui répond à des besoins variés en métropole et en outre-mer, beaucoup, beaucoup plus rarement à l'international quand même, hein, même si rien ne nous empêcherait de le faire, mais on n'a pas beaucoup de sollicitations. Donc, les besoins auxquels on répond, c'est des déviations routières lors de travaux sur un ouvrage d'art existant, des rétablissements de communication suite à des intempéries destructrices, type crue, tempête ou éventuellement tremblement de terre, on pourrait imaginer. Des ponts de chantier, donc de la création de voies de franchissement temporaire dans le cadre de chantier, de la desserte événementielle, et des choses, d'autres besoins un peu plus rares, type des besoins de franchissement pérenne dans le cadre de carrière, par exemple, des choses comme ça. Dans le cadre de notre activité commerciale, le CNPS il effectue les études nécessaires à la mise en place de franchissements ou de plateformes flottantes. Donc, on verra l'ensemble de nos matériels après. Il effectue la visite des ouvrages qu'il installe, donc tous les ans ou plus souvent en lien avec la demande du client. Et ponctuellement, il peut aider en faisant bénéficier les équipes de certains gestionnaires routiers de formations sur le montage de ponts modulaires. La deuxième grande mission du CNPS, donc, c'est la gestion des stocks, puisqu'on le verra, on a des stocks qui sont assez importants. Donc, il y a la mission de maintenir à niveau les matériels et de renouveler de façon intelligente les stocks dont on a la charge. Moi, je vous ai mis une petite description de comment est-ce qu'on fonctionne, hein. C'est pas le centre de la chose, mais on a un service maintenance et intervention qui s'occupe du montage des ponts. Donc, le montage des ponts, il est effectivement réalisé par les équipes du CNPS, parfois assisté par les équipes des entreprises, hein. Parfois, on complète nos équipes avec des équipiers de nos clients dans le cadre de la convention qui nous lie, mais le plus souvent, c'est 100% des équipes CNPS qui sont dirigées par un chef d'équipe CNPS. On a un service études et opérations qui va s'occuper de faire les études de la capacité portante de l'ouvrage à mettre en œuvre, qui va fournir les descentes de charges au maître d'ouvrage, et qui va gérer le chantier en phase chantier, qui va être l'interlocuteur du client. Et puis bon, on a un service affaires générales qui s'occupe de la gestion administrative et financière du
du centre. Alors, vous voyez que notre mission principale, elle est de nature économique, euh, parce que, en effet, même si dans notre nom, il y a secours, hein, c'est un pont de secours, le CNPS, il n'intervient jamais en premier lors de catastrophes ou d'effondrement d'ouvrages. Euh, Bien souvent, il y a besoin de beaucoup d'actions sont nécessaires avant notre intervention. La sécurisation des personnes et des biens, le rétablissement des accès au site, une analyse géotechnique, des travaux de déblai, remblai, des travaux de génie civil pour les appuis. Il y a beaucoup de choses qui viennent en amont de notre intervention. Toutefois, euh, ça- le CNPS dispose, de par sa culture et son stock, de la capacité à intervenir rapidement pour mettre en place des ouvrages de franchissement en cas de catastrophe. C'est une partie très réduite de notre activité, comme on le verra, mais, mais c'est heureux et c'est celle que souvent le public retient le plus et peut-être que celle que vous avez le plus en tête. Donc, je vais vous présenter euh, quand même ce type d'intervention euh, pour que vous ayez une meilleure vision de comment ça peut se passer. Donc, quelques exemples, hein. Ici, c'est un exemple sur la commune de Serres, dans les Hautes-Pyrénées. Donc, c'est suite à une crue en mi-juin 2013. Donc, l'ouvrage a été emporté ou en tout cas très endommagé. Donc, il était plus circulable. On avait un certain nombre d'habitations et des thermes qui étaient plus accessibles. Donc, on a eu une sollicitation de la collectivité territoriale, de la mairie, hein, de début juillet. Et on a mis en place, donc l'ouvrage que vous voyez sur la photo du bas, c'est un ouvrage Belay, donc on verra plus précisément comment il fonctionne. C'est un ouvrage Belay de 24 mètres, 3 mètres 20 de largeur circulable, 31 tonnes. Donc ça, cet ouvrage-là, il avait été mis en place sur des appuis, euh, sur des culées. Donc les culées ont été réalisées, puis notre ouvrage a été monté. Sollicitation début juillet, ouvrage livré le 23 août. C'était un ouvrage qui était limité à un camion de 26 tonnes en l'occurrence. Autre exemple, donc là on est sur une route départementale avec un effondrement d'une buse sous chaussée. Donc le département a fait appel au CNPS le 15 décembre et on a une livraison de l'ouvrage final le 15 janvier, après 10 jours de montage. Donc on a quand même la capacité, là on voit une réactivité qui est quand même assez bonne. Donc ce qui a été mis en place, c'est cet ouvrage-là. Donc c'est un ouvrage de 33 mètres à une voie. Alors là, ce qui est intéressant sur cette photo, bon, déjà on voit qu'il accepte les charges de trafic du code de la route. Et cet ouvrage-là, il a été mis en place avec des rampes, donc rampes qui ont été montées, fournies et montées par le CNPS, ce qui permet de se passer de culée, pour un ouvrage provisoire, hein, j'entends. Et donc, c'est ça qui permet la mise en œuvre très rapide. Bon, après, il y a des désavantages, hein, dont on parlera après sur ce type de matériel. Troisième exemple, euh, donc c'est un ouvrage de type Belay. Donc ça, c'est l'ouvrage originel. C'est un ouvrage de type Belay à Mayotte. C'était un ouvrage vieillissant avec des modifications structurelles importantes. Un ouvrage qui a été mis en place en 1986, probablement par l'armée française. C'est pas super clair ça, mais et donc, il a été installé par-dessus un pont à poutres béton armé qui était pathologique. Donc, en fait, il vient ponter un pont. Donc, cet ouvrage, il présentait des signes de vieillissement. Donc, le CNPS a directement été interpellé par la députée de la circonscription début juillet 2022. 2 jours plus tard, la population a décidé d'incendier l'ouvrage. Donc, la situation s'est accélérée. Et
bon, c'est quand même une source de fierté, hein. Le CNPS a été capable d'envoyer sur place des personnels en mesure de réaliser une visite d'expertise 2 jours ouvrés seulement après l'incendie. Donc, le CNPS a fait une visite d'expertise, a proposé différentes solutions provisoires pour remplacer l'ouvrage, si on veut. Et donc, c'est la solution qui a été retenue par la DEAL, en l'occurrence. Je vous mets une petite photo ici. C'est un, un VMD, donc un viaduc métallique démontable, de 30 mètres de long, environ 30 tonnes en poids. Donc là, vous avez à droite, vous avez l'ouvrage existant qui a été laissé en place, dans lequel on vient installer un ouvrage qui est qui est nettement moins large, largeur hors tout, mais qui est à peu près comparable en largeur circulable, un peu moins, mais ça. Et avec des culées qui ont été faites de part et d'autre de l'ouvrage pour pouvoir venir installer cet ouvrage. Donc cet ouvrage, il a été gruté, puisque c'est un ouvrage monobloc en l'occurrence. Donc ça, on les verra aussi, ces types d'ouvrages d'art, juste après. Voilà, donc maintenant, je vais vous présenter plus spécifiquement les matériels dont dispose le CNPS. Donc le CNPS, il dispose son matériel le plus emblématique, donc c'est le pont Belay. Donc le pont Belay, c'est le pont de la Deuxième Guerre mondiale. Euh, c'est une invention britannique qui date de 1941. L'objectif de cette invention, l'objectif du ministère britannique en charge de sa conception, c'était de pouvoir acheminer un ouvrage avec des petits camions, donc des camions de 3 tonnes, de pouvoir le déployer rapidement, que cet ouvrage puisse atteindre des portées de 60 mètres en supportant des charges militaires, et enfin, il devait pouvoir être monté à la main sans outils spécifiques. Donc, ça fait beaucoup de conditions, hein. Donc, l'ouvrage qui a été créé, c'est l'ouvrage Belay. Ça a été fabriqué en masse à partir de l'été 41. C'était largement utilisé par les Britanniques et les Américains pendant l'ensemble de la guerre. Euh, donc, pourquoi donc le CNPS il dispose de 9000 tonnes de ces ouvrages d'art, donc ça représente environ 140 ouvrages de 28 mètres de portée, donc c'est un volume qui est quand même très important. En plus, le CNPS gère euh, la quasi-totalité du stock de l'armée française de ce type de matériel, donc ça représente 2500 tonnes supplémentaires. Pourquoi est-ce que le CNPS il a un tel stock de ces ouvrages-là? Ça recoupe avec l'historique que je vous ai présenté tout à l'heure. Donc après la guerre, les ouvrages qui étaient en place, Belley, ils ont été reconstruits en dur petit à petit. Euh, et ceux qui ont, ceux qui ont été reconstruits, les ouvrages Belley qui étaient en place, ils ont été démontés et parfois, assez rarement quand même, hein, globalement, mais parfois ils ont été récupérés par les subdivisions locales et centralisés en Seine-et-Marne, comme on a vu. Il y a aussi les dons du ministère des Armées au ministère des Transports de l'époque qui ont constitué tout ce stock. Voilà. Alors là, sur la photo, c'est un ouvrage de substitution qui a été réalisé à, à La Réunion. Alors, un pont Belay, comment est-ce que ça fonctionne? Qu'est-ce que c'est? Donc, un pont Belay, c'est un pont à tablier inférieur. Et donc, c'est un pont dont le tablier est supporté par ces 2 poutres maîtresses. Les poutres, elles sont constituées par un certain nombre de panneaux identiques assemblés bout à bout par des broches, donc c'est des ouvrages brochés. Et donc, ces panneaux, une fois assemblés, constituent une poutre rigide continue en treillis. Les pièces de pont, elles sont posées transversalement sur les membrures inférieures des panneaux. Donc là, les pièces de pont, hein,
c'est cette pièce-là. Le panneau, là, vous avez un empilement de 2 panneaux hein, sur cette figure. Euh, Elles réunissent, donc les pièces de pont réunissent et maintiennent les poutres maîtresses et soutiennent l'ossature auxiliaire en acier qui sert de support à la chaussée. Donc la chaussée, c'est du platelage bois. Là, vous voyez, donc il y a les pièces de pont, les pièces métalliques qui viennent supporter ensuite le platelage bois. Bon, la structure ensuite elle est complétée par différents entretoisements et contreventements. Donc, ce qui est intéressant dans ces ouvrages-là, c'est que c'est des ouvrages modulaires. Donc, en fait, l'élément fondamental, c'est le panneau. Et, euh, et ensuite, c'est la façon dont les panneaux sont groupés qui détermine la charge que la structure pourra supporter. Donc, le pont le plus simple, c'est celui dans lequel il y a une simple rangée de panneaux assemblés sur chaque côté qui constituent les poutres. Donc, cet assemblage-là, on l'appelle simple-simple. Donc, il y a un étage avec un panneau de chaque côté du tablier. Une rangée supplémentaire de panneaux des 2 côtés de l'ouvrage. Donc, 2 panneaux associés de chaque côté, ça constitue un double simple. Si sur ce pont double simple, on boulonne 2 autres rangées au-dessus des panneaux existants, donc c'est la figure que vous avez là. Vous voyez, vous avez 2 panneaux associés latéralement et boulonnés par-dessus 2 autres panneaux associés latéralement. Donc ce pont à 2 étages de panneaux, on l'appelle double-double. Et c'est comme ça qu'en fait, en 2 mots, on est capable de décrire tous les assemblages possibles des poutres qui composent un ouvrage Belay. Euh, donc, par exemple, hein, si on parle d'un triple-double, ça veut dire qu'on a 3 rangées, 3 fils de panneaux côte à côte pour le premier étage, surmontés de 3 fils de panneaux côte à côte qui constituent le deuxième étage. Donc voilà comment ça fonctionne, hein. Donc là, je vais vous montrer une petite time-lapse qui montre comment est-ce qu'on monte un pont Belay. Alors, c'est pas à la main, hein, parce que c'était en 2017, donc on a utilisé un engin de levage. Donc là, on met en place un panneau avec des pièces de pont. Ensuite, là, on vient brocher un deuxième panneau. On ajoute les pièces de pont. On vient brocher un troisième panneau. Là, on monte une rampe d'accès. Là, on met les éléments de tablier métallique. Et donc ensuite, il faut compléter ça avec des madriers en bois pour compléter le platelage. Ah, j'ai fait une bêtise. Alors, une petite seconde. Voilà. Alors, je vais vous montrer une deuxième vidéo d'une intervention qui a eu lieu en 2021 et sur laquelle on va pouvoir voir le lancement d'un ouvrage. Donc, un ouvrage qui a été monté et qu'on vient lancer sur la brèche qui est affranchie. Est-ce que vous entendez le son? Non, non, on n'entend pas. Bon, c'est un peu embêtant, mais je sais, je sais pas comment est-ce qu'on fait. Didier, tu as une idée comment est-ce que je fais pour partager le son? Je pense que c'était la fameuse case à cocher dont je te parlais là, mais si tu peux faire le commentaire en direct, ça sera aussi simple. Oui.
Donc, c'est une commune où il y a eu des ponts qui ont été emportés par des intempéries sur des routes départementales, donc. Donc, l'objectif du pont du CNPS, c'était de mettre en place des ponts de secours, un pont de secours. Il y a deux ouvrages qui ont été emmenés par les intempéries. Donc, le choix de la commune, ça a été de mettre en place un pont de secours permettant le franchissement euh, pour aller dans la commune voisine pendant les travaux du deuxième pont et permettre comme ça une continuité du service. Donc, du coup, vous loupez les compliments euh, de, de nos clients. Ah ben, ça recommence. Excusez-moi, hein, voilà. Et donc, là, vous avez vu, on verra mieux sur une vidéo suivante, mais vous avez vu un avant-bec et la mise sur rouleau. Voilà, donc ce qui est intéressant dans l'intervention du président du département qui parlait, c'était il a donné quelques éléments de coût, hein, sur les travaux d'ouvrage d'art nécessaires pour cet ouvrage, la mise en place du pont de secours pour la durée des travaux. Euh, Ça représentait environ un septième du coût total. Donc, c'est intéressant d'avoir ça en tête. Voilà. Donc, le deuxième type d'ouvrage que le CNPS a en stock, stock nettement moins pléthorique, stock qui n'est pas historique au sens du stock Belay, c'est les ouvrages à treillis également, donc même type de fonctionnement que les ouvrages Belay, hein, exactement pareil, hein, des panneaux qu'on associe de la façon dont on a besoin pour avoir la capacité portante souhaitée. De type MABI, donc c'est des performances plus importantes parce que c'est des ouvrages qui sont plus modernes, c'est des ouvrages qui sont galvanisés alors que les ouvrages Belay sont des ouvrages qui sont peints. Le CNPS il s'est doté de 3000 tonnes de ces ouvrages entre les années 80 et les années 2000, on va dire. Donc on a trois gammes de ce matériel Mabé. On a la gamme MC100 initiale, donc moins performante que les suivantes. La gamme MC200, donc qui est l'évolution et qui est, on va dire, la gamme la plus moderne quelque part. Et la gamme MU, donc Mabé universel, qui est nettement plus performante et qui a la particularité en fait de nous permettre de proposer des ponts qui reprennent des charges type tombereau, comme vous voyez sur la photographie là, du pont. Donc là, ça c'est un pont qui avait été mis en place pour les travaux de la ligne Lyon-Turin. C'est un pont qui fait environ 60 mètres de long et qui permettait aux entreprises d'avoir accès directement à leur stock de matériaux qui était de l'autre côté de la rivière. Et donc, on permet avec ce genre d'ouvrage à des tombereaux avec 40 tonnes à l'essieu de passer. Donc, c'est un stock qui est assez en quantité relativement faible et qui est très demandé euh, parce qu'il a des caractéristiques assez spécifiques. Alors, ces ouvrages-là, il y a deux évolutions majeures par rapport au Belay, c'est qu'ils ont des plattelages métalliques. Donc, on sort du platelage bois, parce que le platelage bois, ça a des gros désavantages, hein, c'est périssable. Donc, il faut faire des interventions régulières pour le remplacer si l'ouvrage il est loué longtemps.
Et puis en plus, c'est bruyant, donc ça peut poser des problèmes dans les zones avec des habitations, parce que les riverains s'en plaignent, à raison, hein, ça claque en fait. Donc là, platelage métallique et les liaisons, bon, pour faire simple, hein, les liaisons entre les pièces de pont et les panneaux sont réalisées avec des boulons, alors que dans les ouvrages Belay, c'était avec des mâchoires de fixation. Donc là, oui, le pont que vous voyez, c'est 60 mètres, 4 mètres 20 de largeur roulable et 180 tonnes en poids. Alors, je vais vous présenter maintenant une vidéo. Donc ça, c'est le plus gros ouvrage qui est actuellement en location au CNPS. Il fait 58 mètres 5 de long, 7 mètres 35 de largeur circulable. Donc là, il est en cours de construction. Vous voyez l'avant-bec. Donc l'avant-bec, c'est la partie où il n'y a qu'un seul étage de panneau. Enfin, ouais, c'est pas tout à fait ça, mais euh, c'est la partie où la ligne de panneau n'est pas droite, en tout cas. Et cet avant-bec, il va venir se poser sur les rouleaux qui sont en attente au niveau des petites piles sur la culée. Et donc ensuite, on continue de pousser et on vient démonter l'avant-bec pour finaliser le montage du pont. Donc cet ouvrage-là, c'est un triple-double, donc 3 rangées de panneaux, 2 étages. Il est équipé de BN4. Et pour le monter, donc en ordre de grandeur, hein, il a fallu 6 semaines de montage pour une équipe de 5 agents. Donc c'est quand même un travail conséquent, même si pour des portées pareilles, des ouvrages avec de telles performances, c'est relativement rapide, hein. C'est pour ça que c'est l'intérêt de nos ouvrages. Donc, l'avantage des ponts à treillis, que ce soit Belay, Mabay, c'est qu'ils sont modulables. Donc, on peut s'adapter à la portée, on peut s'adapter à la capacité portante aux besoins du client. C'est facile à transporter, hein, ça rentre dans du camion classique, dans du camion ben, mais pas. C'est robuste et c'est facile à monter. L'inconvénient, c'est que c'est relativement lourd, relativement long à monter et que ça a une largeur hors tout importante. Et pour les longues portées, le grutage, il est très difficile parce que c'est lourd. Donc, en fait, on doit lancer. Donc, ça induit des contraintes liées au site de construction. Donc, ça me permet de passer au type d'ouvrage suivant, qui est de nature différente, hein. Donc, c'est les VMD, viaducs métalliques démontables. C'est des structures métalliques de type bipoutre métallique avec un platelage en dalle orthotrope. Alors, ça, c'est un stock, c'est un type d'ouvrage dont le CNPS a un stock assez important, hein, 6000 tonnes, donc environ 6000 mètres de pont. On a une largeur de voie unique, 3,50 m. Par contre, les portées, elles sont multiples, hein, c'est par pas de 3 mètres, ça commence à 9 mètres, et puis ça va jusqu'à 30 mètres. Il y en a quelques-unes qu'on n'a pas, hein, mais je vous ai toutes mises là, 9, 12, 18, 24, 30 mètres. Donc, ces ouvrages-là, le CNPS, il en a beaucoup en stock parce qu'on les a récupérés également. Parce qu'en fait, à la fin des années 60, début des années 70, le ministère de l'Équipement, il a lancé un concours auprès des entreprises pour la fourniture d'éléments d'autoponts. Donc, c'est des ponts qui sont constitués de VMD, hein, pour faire simple. Donc, la fourniture d'éléments standardisés pour faciliter la mise en œuvre des ouvrages, parce qu'on avait de plus en plus besoin d'ouvrages de dénivellation au niveau des carrefours, parce qu'en fait, la circulation augmentait beaucoup dans ces années-là. Donc, c'est une démarche de sécurisation des carrefours. Et donc, la solution qui a été proposée, c'est les VMD. Il y en a eu beaucoup qui ont été produits. Et
Et une fois que les ouvrages qui constituaient ont été remplacés, reconstruits en dur, une petite partie, finalement, une certaine partie de ces ouvrages ont été récupérés par le CNPS, entretenus, remis en état et maintenant remis à la location. Sur cette photo, là, vous avez un VMD qui est toujours en place, loué par le CNPS depuis 12 ans maintenant. C'est un VMD de 30 mètres et dans les Alpes de Haute-Provence. Alors, une petite vidéo du montage d'un VMD. Donc, les VMD, ça se grute. On les grute quasiment systématiquement. Donc, on les amène en convoi exceptionnel sur le site du montage. Donc là, vous voyez le camion sur lequel il est posé, la grue. Donc là, on est sur un chantier où il y avait des travaux prévus sur la route qu'on voit à droite. Et donc, c'est un ouvrage qui vient rétablir la circulation le temps des travaux. Donc, c'était trois VMD de 30 mètres mis bout à bout, avec des piles intermédiaires à chaque fois. Donc voilà. Alors l'avantage des VMD, ils sont légers, ils sont très rapides à mettre en place, puisqu'en fait ils sont monoblocs, donc il n'y a pas beaucoup de temps de montage, hein, c'est surtout du temps de grutage de mise en place. Il y a quelques manipulations à faire, bien sûr, mais c'est assez réduit. Ils présentent l'avantage d'avoir une largeur hors tout assez réduite. Et en plus, ils sont associables en largeur, donc on peut les accoler en largeur et puis les associer en largeur et en longueur. Leur gros inconvénient, hein, c'est les difficultés d'acheminement, parce que bah, c'est en convoi exceptionnel. Les convois exceptionnels, ça passe pas partout. Et ils sont bah, quand même peu modulables, on va dire. Alors, euh, du coup, j'avais prévu une vidéo supplémentaire dont je ne suis pas propriétaire pour vous montrer les difficultés d'acheminement qu'on peut voir. Normalement, vous voyez mon écran, là, vous voyez une vidéo YouTube. Euh, Pierre, Didier, si vous pouvez me confirmer. Oui, c'est bon. Ouais. Bon. Donc là, c'est un pont qu'on a mis en place dans une petite commune du Béarn. Et pour passer dans un village, il a fallu une journée pour passer le village avec le pont. Donc il y a eu un carrefour avec énormément de manœuvres et un carrefour où il a fallu gruter le pont par-dessus les maisons pour pouvoir passer. Donc ça vous montre qu'il y a des grosses contraintes et des gros coûts associés à ce genre de transport. Donc ça, c'est à prendre en compte. Il y a des endroits où c'est difficile, il y a des endroits où c'est plus simple. Alors pourquoi est-ce que ce village-là, il était difficile à passer? C'était parce que c'est dans ce village-là qu'on installait l'ouvrage. Autrement, tant que se faire se peut, on évite ce genre de manipulation, évidemment. Mais il y a des régions où c'est compliqué de mettre en œuvre des VMD, en particulier les régions montagneuses, quoi. Donc là, vous voyez les manipulations complexes que ça peut être de passer un carrefour avec ce type d'ouvrage. Quand les convois partent du dépôt en Seine-et-Marne, certains agents savent qu'il faut partir pas trop tard parce qu'autrement, on est bloqué dans les bouchons derrière ces convois-là quand ils doivent prendre des ronds-points, par exemple. Voilà. Alors, je vous ai mis un tableau qui récapitule un petit peu les caractéristiques, les capacités de nos matériels. Donc, vous voyez, on les a balayés, hein, Belay, Mabey, les trois gammes de Mabey, les VMD. Les largeurs de voie, donc on a des passerelles piétonnes sur certaines gammes. On a beaucoup de ponts une voie, des une voie qui sont relativement étroites d'ailleurs, parce que
Enfin, c'est difficile de faire passer des convois des bus scolaires dessus, par exemple. On a certaines gammes en 2 voies. Et on voit que sur les portées maximales, euh, sur le stock pléthorique, on va dire, hein, donc, et le stock historique, donc le Belay et le VMD, c'est ceux-là qu'on peut facilement mobiliser en cas d'urgence. On est sur des portées maximum à de l'ordre de 40 mètres si on veut faire des charges LMA. Après, on peut augmenter les portées si les charges de trafic sont réduites. Voilà. Alors, le CNPS, il a aussi d'autres matériels qu'il est possible de louer. Donc, il a une activité de location de caissons flottants pour faire des plateformes de travaux, des plateformes événementielles, ce genre de choses. Donc, là, vous avez un exemple à l'Armada de Rouen. Donc, là, c'est une plateforme qui est constituée de, si je ne dis pas de bêtises, 9 caissons, hein, 3 par 3. Donc, le CNPS, il dispose de 50 caissons centraux et 110 caissons d'extrémité. Là. Et le CNPS, il dispose aussi de palets, donc de palets de type Belay, euh, qui permettent de faire des appuis provisoires, hein, en réalité. Et donc, bon, on a de quoi faire. C'est des palets qui acceptent des hauteurs maximales de 50 mètres total d'assemblage. Et c'est des charges maximum supportées par montant de 70 tonnes. Donc là, sur l'exemple, par exemple, bah, c'est 4 fois 70 tonnes la capacité de la palée montée. Voilà. Oui, il faut que j'accélère un petit peu. Alors, donc le CNPS, c'est 3 sites. Verneuil-l'Étang, c'est le site principal. On a nos bureaux, les équipes sont domiciliées là. On a une partie de notre stock, en particulier l'ensemble des ouvrages Mabet. On a un site à Chaumes-en-Brie, la commune à côté, où il y a la majorité du stockage. Et puis on a un site en Isère, Châteauneuf-sur-Isère, c'est la photo que vous voyez là, où il s'agit juste d'un stockage de VMD, donc les bipoutres d'alorthotrope. Une petite vidéo de présentation de nos sites que on va accélérer un petit peu peut-être. Donc là, c'est le site de Chaumes-en-Brie. Donc, sous tous les hangars, c'est du matériel de type Belay. Ensuite, dans la partie sur laquelle on arrive, c'est le stockage des bipoutres d'alorthotrope qui sont empilés les uns sur les autres. Je sais que ça interpelle parfois les gens des ouvrages d'art, donc c'est comme ça qu'ils sont stockés. Donc, comme je l'ai dit, hein, 9000 tonnes de matériel Belay. Oui, notre site, c'est une ancienne gare SNCF désaffectée. Voilà. Là, il n'y a pas les 6000 tonnes de VMD, hein, puisqu'ils sont répartis entre les 2 sites, mais on en a aussi quand même un certain volume ici. Ceux qui sont à Chaumes-en-Brie, généralement, c'est ceux qui ont déjà été entretenus, reconditionnés, remis en pâture, ce genre de choses au fil du temps. Donc, voilà, j'accélère un petit peu. Ici, on vous présente le matériel. Donc là, on dispose en interne de quoi faire la manutention de nos ouvrages. Donc, on dispose d'un portique roulant qui permet de lever les caissons flottants et les VMD, donc les bipoutres. Et puis, on a aussi des petites grues, des monts de charge, enfin, des passerelles, des nacelles, pardon. Là, c'était la présentation des bureaux, c'est pas super intéressant. Donc, on a aussi des hangars de stockage pour le matériel plus neuf. Donc là, vous voyez, c'est du matériel qui est en grande partie galvanisé. Donc, c'est le matériel Mabet. Si un jour vous venez visiter le CNPS, il y a un site exposition qui est très utile pour montrer nos ouvrages, justement, comme j'essaye de le faire aujourd'hui aussi. On est équipé de camions ateliers pour être autonome sur nos chantiers. Et on est équipé aussi d'un atelier où on fait le contrôle des matériels, de menus, réparations, de retouches, de création, éventuellement de pièces. Mais enfin, ça, c'est quand même à la marge. C'est surtout vérification géométrique
et recherche de désordre sur nos pièces qui sont systématiquement contrôlées en revenant de chantier. Voilà. Alors, quelques chiffres. Le CNPS, l'activité, elle est très difficile à caractériser sur une année type. Il y a beaucoup de variances d'une année sur l'autre. C'est pourquoi là, je vous ai fait une présentation des chiffres qui est moyennée sur 6 ans. Donc là, c'est 2018-2024 inclus. Donc on est en moyenne à peu près 80 avant-projets sommaires. Donc qu'est-ce qu'on appelle avant-projet sommaire? C'est un devis avec un petit morceau petit morceau d'étude avec un plan de l'ouvrage, une réflexion sur quel est l'ouvrage le plus adapté et le moins cher pour le maître d'ouvrage. Et un taux de concrétisation de ces avant-projets de l'ordre de 16% en moyenne. Alors on voit que les avant-projets, ils sont assez bien répartis sur notre type de matériel. Bon, on a pas mal de caissons flottants, hein, 32%. Bon, je parle de ce graphique-là, hein. On a encore 18% d'avant-projets qui concernent des matériels belais, hein, donc des matériels qui commencent à être d'un âge assez vénérable. Et donc le reste est réparti entre Mabet et VMD. Et sur les projets qui se concrétisent, on voit que le Belay prend quand même un quart de l'activité. Bon, c'est en nombre, hein, c'est pas forcément en volume financier, donc ça à prendre avec des pincettes comme indicateur, mais on voit que nos trois gammes de matériel sont relativement bien réparties, les VMD étant ceux qui sont les moins utilisés. Voilà. Euh, Quelques chiffres aussi sur notre nombre de chantiers. Pour information, hein, on voit que c'est très irrégulier, hein. L'année, et c'est aussi un indicateur qui a des limites, hein, parce que c'est pour ça que je vous ai mis le nombre de chantiers, le nombre de nuitées de nos équipes, parce qu'on voit qu'une très grosse année comme 2020 en nombre de chantiers, 33 chantiers, ça ne se traduit pas forcément par une mobilisation extraordinaire des équipes, hein. On est de l'ordre de 320 nuitées. Alors qu'une année comme 2022, avec 23 chantiers, c'était une très grosse année, à presque 600 nuitées. Donc là, on était vraiment très, très, très mobilisés. Et on voit que notre activité, elle est en moyenne relativement stable si on considère que l'indicateur le plus pertinent, c'est le nombre de nuitées, donc le nombre de jours de mobilisation des équipes. Une chose intéressante aussi, l'origine des recettes. Le CNPS, il travaille à 44% pour des entreprises privées. Ça, c'est le pourcentage par rapport au volume de recettes, hein, je précise bien, hein. 44% entreprises privées, 40% collectivités territoriales et État et établissements publics, 16% seulement. Donc on voit que nos clients principaux, ben, ça reste les territoires au sens large, on va dire. Et enfin, pour ce qui concerne notre activité actuelle, fin 2024, on avait 19 ponts en place, donc 660 mètres, 1400 tonnes à peu près, et 650 mètres carrés de plateformes flottantes en place. Alors, important, si vous avez des besoins, bon, vous pouvez nous écrire directement à cnps@cma.fr. Il y a aussi une page sur le site du CEREMA dans ses offres de services, donc je vous ai mis le lien là, qui vous donne toutes les informations en condensé que je viens de vous donner et qui permet aussi de faire les demandes de vie, demandes d'études, etc. Voilà. Et donc là, je vous ai mis une petite photo assez, assez cocasse qui rappelle une activité assez anecdotique qu'on a, mais qui existe. Ça, c'était une expertise en Guinée d'ouvrages belais en place. Et donc, on intervient parfois à l'international pour justement de l'expertise sur ce type d'ouvrage qu'on connaît quand même assez bien. Voilà Didier, j'espère que j'ai pas été trop long. Non, non, très bien, merci beaucoup. C'était très intéressant.
Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans le fil de discussion. J'en vois une de Jérémy Gondran qui demande est-ce que c'est possible d'avoir des éléments de coût? Bah oui, en faisant des demandes de devis. Euh, plus, plus sérieusement, oui, je peux vous donner quelques éléments. Une toute petite seconde. En fait, c'est réparti en deux choses. On a études, montage, démontage, transport, ça c'est une partie du coût. Et puis il y a la partie location de matériel en tant que tel. Donc, si, pour vous donner un élément, un ordre de grandeur pour du Belay, pour un ouvrage de 30 mètres, il faut compter, mais c'est vraiment très, 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 très large, hein, il faut prendre ça avec des pincettes, attention, hein, mais c'est 40 000 euros études, montage, démontage, et 60 000 euros de location par an. Ça, c'est pour un 30 mètres. Et c'est pour du Belay, j'insiste, parce qu'en fait, chaque matériel, il y a des coûts, enfin, il y a des prix d'amortissement, il y a des prix de manutention, de maintien en état, etc. Donc, en fait, chaque matériel a un coût différent. Et c'est pour ça que dans nos études, on fait bien attention de choisir la solution, évidemment la plus adaptée, mais en fait, il y a toujours plusieurs solutions adaptées. Et le deuxième paramètre, c'est la moins coûteuse pour le client. On ne fait pas de gestion de stock en disant on n'a pas beaucoup de cet ouvrage-là, donc on va plutôt mettre ça. Notre critère, c'est le moins coûteux pour le client. Ça dépend, j'imagine, beaucoup des conditions d'accès, des conditions d'installation, Bah de voilà, mise en place des culées. ouais, très souvent, il y a des contraintes aussi sur le lançage des ouvrages, il y a des difficultés de recul, etc. Les possibilités de grutage, les implantations de grues et tout ça, c'est ça qui détermine beaucoup quelle solution on va privilégier. Puis après, il y a aussi la capacité portante, hein. Parfois, il y a des besoins qui sont tels, comme celui d'Obsine, par exemple. Il y avait des besoins, il fallait ce type d'ouvrage-là. Donc, après, comme Je ça. ne crois pas que tu aies dit combien de personnes vous étiez au CNPS. En tout, euh, le plafond d'emploi, c'est 26 personnes. Actuellement, on est 22 avec les postes vacants. Voilà. Ouais, c'est pas beaucoup, oui. Mhm. Non, c'est pas énorme. On est 26 et avec les équipes de terrain, donc équipiers et chefs d'équipe tout compris, 16 personnes. Et donc, ça veut dire que vous recrutez de temps en temps de manière temporaire pour des montages? Non, enfin, Non. Mhm. ça nous arrive de recruter des vacataires pour des périodes relativement courtes, mais c'est pas pour des montages, parce qu'en fait, pour des montages, il faut des habilitations, il faut des formations, donc des recrues sur peu de temps, c'est pas rentable pour nous et c'est pas trop notre pratique, non. Quand on est un peu bloqué au niveau effectif, ce qu'on fait beaucoup, c'est avec nos clients, les maîtres d'ouvrage, souvent, enfin nos clients, les entreprises aussi beaucoup, on se fait mettre à disposition des équipiers. Donc nous, on fournit un chef d'équipe, éventuellement un équipier expérimenté en plus, et après on complète l'équipe avec des équipiers des entreprises qui sont sous la responsabilité de notre chef d'équipe et qui les encadrent. D'accord. Alors, il y a une question, je ne peux pas lui passer la parole, c'est un spectateur anonyme, sur le suivi en fatigue des ouvrages. Est-ce qu'il y a des actions dans ce domaine-là? Alors le suivi en fatigue des ouvrages, il est fait. Alors bon, sur les dalles orthotropes, il est fait, on va dire, avec des visites visuelles. Hein, c'est pas des inspections à proprement parler, mais disons qu'on suit nos ouvrages et après les maîtres d'ouvrage ont la responsabilité de faire aussi leur suivi, leur gestion de patrimoine, hein, tout simplement. Donc, les, sur cela, c'est comme ça. On a une idée assez peu précise des trafics qu'ils ont subis parce qu'on sait à peu près, pour ce type d'ouvrage, on sait à peu près où est-ce qu'on les a loués, combien de temps on les a loués. Mais par contre, les données antérieures, au moment où on les a récupérées, bon, on sait où est-ce qu'on les a récupérées. On n'a pas d'idée vraiment des trafics, alors peut-être ça pourrait se trouver, hein, mais c'est économiquement pas viable de partir dans ces recherches-là. Donc la gestion en fatigue, elle est vraiment sur l'état visuel de nos ouvrages.
Actuellement, sur les dalles orthotropes, de façon assez surprenante, hein, il y a pas un nombre de pathologies énorme, voire pas de pathologie du tout, mais c'est assez surprenant. Mais en fait, c'est des ouvrages qui sont peu circulés parce que même quand on les met en place, on les met pas en place sur des forts trafics parce qu'on a conscience de cette problématique-là. Sur les ouvrages modulaires, c'est quand même a priori moins sensible à la fatigue directement. On a encore moins d'idées des trafics qui sont passés, puisque vu que c'est modulaire et que c'est pas stocké pont par pont, mais pièce par pièce, ben, c'est peut-être possible de nos jours, ça l'était beaucoup moins en 1950, donc voilà. Donc on n'a pas d'idée des trafics, donc c'est pareil, c'est des inspections visuelles très rigoureuses. À chaque retour de chantier, toutes les pièces sont passées en atelier et toutes les pièces déformées, fissurées, avec des doutes, des problèmes géométriques sont mises au rebut. Voilà. Et alors, je vais passer la parole à Maïeva Audrey. Vous pouvez parler, poser votre question. Bonsoir, est-ce que vous m'entendez? Oui, Oui. Ok, merci déjà pour la présentation. Elle était très fluide et vraiment très fluide. J'aimerais savoir, s'il vous plaît, est-ce que c'est possible d'avoir des perspectives en termes de travaux pour l'année 2025? Euh, ben en fait, oui. L'année 2025, ça va être une année qui va être marquée par un très très gros chantier pour le CNPS, un chantier dans le Lot, euh, dans le cadre de la déconstruction d'un ouvrage sur le Lot. Le maître d'ouvrage souhaite la mise en place d'un pont provisoire en parallèle du chantier. Et donc, ça sera, bon, je vous parle de mémoire, hein, mais 145 mètres de long pour un trafic essentiellement VL, donc trois travées. Euh, c'est un ouvrage conséquent à l'aune, on va dire, du CNPS. Donc ça sera une grande partie ça. Et après, bah, je n'ai pas exactement en tête le planning. Je sais qu'on monte un petit ouvrage Belay en urgence pour une petite commune qui s'est fait emporter un pont dans les inondations dans la Haute-Loire, je crois. Ça, c'est dans les semaines qui viennent. Et puis après, en fait, le planning, on n'a pas un planning bien connu très longtemps à l'avance, hein. On a souvent des affaires qui vont apparaître et puis ça sera à faire dans les 5-6 mois. On n'a pas un planning pluriannuel précis, clairement pas. Voilà. Ok, merci. pas de sollicitation pour Mayotte, par exemple. Actuellement, non. Non. Actuellement, non, mais il faut bien comprendre que Mayotte, c'est pas sur les routes maritimes, hein. Donc, quand il a fallu intervenir sur Mayotte pour ce que je vous ai présenté, l'ouvrage que vous avez vu, c'est un de nos ouvrages qui était déjà à La Réunion, que La Réunion a cédé, et nous, on a envoyé un ouvrage à La Réunion. Pour faire ça, il a fallu 2 ou 3 mois. Donc, bah, Mayotte, on n'a pas encore de sollicitations, ça viendra peut-être, mais de toute façon, c'est jamais trop dans l'urgence à Mayotte. On n'a pas de stock là-bas. Bien sûr. Alors, je passe la parole à Luc Weig. Luc, tu avais deux questions, je crois. La première question était concernant la fatigue, parce que quand même, les anciens ponts Bailey, ils sont des années 40-45. Ça veut dire que la plupart des éléments, les panneaux, sont quand même vieilles. Alors, je demande comment est-ce que vous gérez tout ce qui est la fatigue dans une telle sorte d'ouvrage. Par exemple, nous travaillons aussi avec des ponts provisoires actuellement, mais on n'utilise plus les ponts Bailey parce qu'on ne peut pas les vérifier sur base de l'Eurocode. Autre question, c'était que est-ce que vous utilisez vos matériaux aussi dans des situations, disons, des ouvrages provisoires dans des autoroutes ou à travers des autoroutes, ou c'est uniquement dans tout ce qui est les petits ouvrages? Alors, c'est pas que des petits ouvrages, puisque le pont le pont d'Obsène que je vous ai présenté, c'est un pont qui reprend une route nationale. Pour autant, on fait quand même pas de pont sur autoroute non plus, hein, ça c'est sûr, et on n'a pas les ouvrages en capacité de le faire, justement pour les problématiques du cycle de fatigue. Pour les ouvrages Belay, oui, ils sont vieux, ils sont même très vieux, mais par contre,
leur cycle subi, le nombre de cycles subis, à mon avis, est loin d'être important, hein. C'est des ouvrages qui ont été très peu utilisés et qui ont été utilisés à une époque où le trafic n'était clairement pas celui de maintenant. Donc, ça, c'est pour le côté rassurant. Pour le côté comment est-ce qu'on fait, ben, je l'ai déjà dit, hein, c'est des vérifications systématiques en atelier et des suivis des ouvrages qui sont montés sur place, sachant que pour les bélets, pour les dalles orthotropes, on a une politique évidemment de mettre ça que sur des trafics qui sont extrêmement faibles, hein, en fait. Voilà. Et puis qui sont sans trafic poids lourd ou quasiment sans trafic poids lourd. Après, sur la question des vérifications aux Eurocode, je pourrais laisser Pierre compléter, mais c'est des sujets qui sont très complexes parce que c'est des structures qui sont avec des détails géométriques qui ne sont pas vraiment pris en compte dans l'Eurocode et qui ne sont pas vraiment traités par la littérature scientifique, quoi. Donc, on est un peu aussi dans l'acceptation du maître d'ouvrage, hein. Vous en Pierre, avez tu veux parlé, ajouter un mot? oui, vous en avez parlé des plattelages en acier qui font du bruit et que vous ne pouvez pas les Non, installer non. dans le centre des villages. Pour votre gouverne, nous avons un système disponible de plattelages en acier qui ne font plus de bruit. Alors, si ça vous intéresse, vous pouvez me toujours contacter aussi, hein. Pour les pompes Belay, vous voulez dire? Pour tous les ponts, pont Bélé et pont Mébi. Oui, oui, bah, les ponts, les plattelages qui font du bruit, c'est les plattelages bois, hein, en l'occurrence. Mais c'est noté, d'accord. OK, merci. Il y a une question qui demandait si sur tes vidéos on voyait une gare à Chaumes. Est-ce qu'il y a un embranchement ferroviaire sur votre site? Bah, il existait sûrement, mais c'est fini depuis des décennies, hein. C'est une gare Vous désaffectée complètement. vous en servez pas, peut-être. Non, non. Je vais passer la parole à Frédéric Hilsler. Hilsler. Oui, bonjour, vous m'entendez? Oui, Oui, vous avez parlé des tabliers. Moi, je voulais savoir si vous aviez un stock de culées préfabriquées également. Alors, les culées préfabriquées, c'est un vieux sujet, une sorte de serpent de mer dont on parle beaucoup. Il y a eu un partenariat, fut un temps, hein, au CNPS pour en avoir, mais en réalité, euh, c'est pas très flexible comme solution, c'est pas très adapté. On n'en a pas, et même si c'est une idée qui ressurgit de temps en temps, il n'y a pas de travaux en cours pour en avoir. Ok, merci. une autre question qui est-ce qui réalise les études d'exécution de vos ouvrages? C'est fait en interne ou c'est sous-traité? C'est fait en interne. En interne. En interne et parfois avec, dans les cas complexes, avec l'aide de nos collègues du CEREMA, des C'est vraiment. directions d'études. Alors, je passe la parole à Sébastien Brosse. Oui, On vous entend. oui, parfait, bonsoir, merci. Alors, j'ai découvert l'activité CMR et Palais que je ne connaissais pas du tout. Et alors, de façon plus générale, je voulais savoir quel est le budget annuel pour le développement ou le renouvellement du parc que vous avez. Ouais, je ne peux pas dévoiler tous les secrets, hein, Non, mais ça- disons, vous avez, il y Le a budget, mais une vous parlez... volonté, enfin, la question, est-ce qu'il y a une volonté, je veux dire, de développement Ah, de bah ça votre c'est une autre parc? question. Ça, c'est une autre Ouais, question. Oui, voilà, c'est plutôt celle-là qui. Voilà. moi, pour être tout à fait clair, le CNPS pendant des longues années, ça a été une sorte de disette sur à la fois l'entretien et l'investissement. Mais le CNPS a eu la chance d'intégrer le CEREMA en 2021. Et depuis, il y a eu une démarche de projet stratégique pour le centre. Et dans ce projet stratégique, il y a des plans d'investissement et des plans d'entretien qui ont été proposés et validés par la direction générale. J'imagine qu'en plus, quand on voit par rapport à la stratégie là, sur l'adaptation des infrastructures à la transition écologique, on voit bien qu'avec
multiplication des épisodes d'inondations, de gros orages, etc., je pense qu'effectivement, ça doit remettre un peu dans l'actualité et en lumière les possibilités d'intervention du CNPS. Oui, bah, tout à fait, hein, malheureusement, dès qu'il y a ce type d'événement, et les fois où on intervient, parce que finalement, sur le nombre de ponts qui sont emportés, on n'est pas sollicité tant que ça, hein, finalement. Mais oui, quand on fait des ponts dans ce cadre-là, bah, déjà, on communique dessus, et puis bah, on a tout notre intérêt est tout à fait visible, quoi, en tout cas, voilà, c'est ça. Mhm. Il y a quelqu'un qui demande s'il y a une durée maximale de location. Ben, les faits diraient que historiquement, ça doit être 20 ans, les locations les plus longues. Contractuellement, pas vraiment, mais en fait, il y a des questions qui se posent après sur les états des ouvrages, sur les relations contractuelles avec le maître d'ouvrage qui a la charge de l'entretien, etc. Donc, raisonnablement, 20 ans, ça paraît être à peu près le maximum. Après, on peut trouver de tout. Voilà. Je vois pas d'autres questions. Moi, j'en avais une que j'avais gardée en suspens. J'étais étonné de voir la part d'activité pour le compte d'entreprises privées, 44%, je crois, de mémoire. C'est Oui, très important. C'est quoi alors? C'est pour des ponts provisoires pendant des chantiers, des choses comme ça? non, bah, oui, il y a ça. Il y a ça. Il peut y avoir un intérêt économique à avoir des ponts provisoires de chantier, des accès dans le cadre soit de chantier. Dernièrement, on a démonté un ouvrage qui était installé au sein d'une carrière pour faire passer des tapis convoyeurs. Bon, ça, c'est un petit peu quand même la portion congrue. Et en fait, la réalité de ces 44%, c'est des travaux de sous-traitance, puisque le CNPS, il fait pas du tout de travaux de génie civil. Donc, quand un maître d'ouvrage veut un pont provisoire, soit il contracte directement avec nous, parfois il y a intérêt, et autrement, parfois, il y en a d'autres qui, pour se simplifier les démarches, font un marché et dans lequel nous, on intervient en tant que sous-traitant. Donc, notre client, c'est l'entreprise, mais le client final, c'est pas l'entreprise. D'accord. Mhm. Je vois pas d'autres questions. Je pense qu'on a satisfait la curiosité des spectateurs. Donc, il me reste à te remercier vivement. Et puis donc je précise que le diaporama et l'enregistrement sera disponible d'ici une semaine, une dizaine de jours sur le site de la FGC. Donc, merci encore et bonne soirée à tous. Donc, rendez-vous dans un mois pour une prochaine édition des Jeudis de la FGC. Merci à tous pour Merci, votre intérêt. Merci de l'invitation. c'était un plaisir. Merci, bonne soirée à tous.